Comme la pandémie COVID-19 évolue rapidement, les circonstances ont peut-être changé depuis l'enregistrement de cette entrevue et ne reflètent pas nécessairement la situation présente. Bonjour et bienvenue au balado d'information sur la santé au Canada. Je suis votre animatrice, Alex Maheu. Dans cette émission de l'Institut canadien d'information sur la santé, nous allons analyser les systèmes de santé du Canada avec des experts qualifiés. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur les politiques et les systèmes de santé et sur le travail effectué pour favoriser la santé des Canadiens. Aujourd'hui, nous discutons les crises superposées des opioïdes et la pandémie COVID-19. Nous en discutons avec Josée Jolia, une infirmière de santé publique sur l'équipe de santé mentale et l'utilisation des substances à la santé publique de Sudbury AC District en Ontario. Josée est la coordonnatrice de la stratégie communautaire contre les drogues pour la ville de Sudbury et travaille pour adresser les problèmes reliés aux opioïdes et les autres substances en utilisant une approche globale. Rappelez-vous que les opinions et les commentaires de nos invités ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Institut canadien d'information sur la santé. Allons-y. Bonjour Josée, bienvenue au balado de l'ICIS. Bonjour, merci. Alors, la propagation de la COVID-19 au Canada et autour du monde dans les derniers 18 mois a eu des graves conséquences sur la santé de tous les Canadiens. Par contre, nous savons aussi que certains ont été plus affectés de façon disproportionnée, alors incluant ceux qui vivent avec l'utilisation de substances. Dans votre rôle comme infirmière de santé publique, comment trouvez-vous un équilibre entre la pandémie qui fait des ravages, la crise d'opioïdes et d'autres problèmes dans la communauté? Mm-hmm. Puis il faut aussi noter que je crois que ça va prendre un peu un temps pour comprendre les effets que la pandémie a eu sur nos communautés. Ça va être intéressant de voir, quand on est sorti de la pandémie, à quoi que ça va ressembler au fond. Mais quand ça vient à balancer le travail, c'est certain que la pandémie a pris beaucoup de notre temps, beaucoup de nos ressources, bien évidemment. Mais je crois que ce qui est important et ce que notre agence a continué de faire, c'est juste de s'assurer qu'on tient en compte les diverses communautés qu'on doit quand même offrir des services qui méritent quand même d'être considérés, surtout les personnes qui sont affectées de façon disproportionnée dans notre communauté. On pense aux déterminants sociaux de la santé, on voit les résultats, on voit les rapports qui sortent pour les personnes qui vivent dans la pauvreté, des problèmes professionnels, de logement, etc. Mais je crois que ce qui nous a aidés, c'est au travers de la stratégie communautaire contre les drogues, qui est notre groupe organisme collaborateur local où nous avons diverses agences de divers secteurs qui siègent pour regarder à l'impact de la consommation des substances dans notre communauté. C'est cette collaboration de ce groupe-là que je crois qui nous a vraiment aidés. On a vu des programmes ou des initiatives qui ont sorti, on passe un peu hors de la boîte pour être capable de répondre aux besoins. Et c'est vraiment ces collaborations-là que je crois qui nous ont vraiment aidés. Mais on sait que ça vient à la consommation des substances puis réduire ses méfaits. C'est un travail de communauté qu'on doit faire. Donc, c'est vraiment de tenir ça en tête quand on fait ce travail. Nous entendons beaucoup parler des données par rapport aux opioïdes, mais évidemment, on parle de vraies personnes. Comment ça se déroule à présent sur le terrain et quel message aimeriez-vous nous laisser? Ben, je crois que ce qui est important à se souvenir, c'est que qu'est-ce qui se passe présentement, c'est que quand ça vient à le marché illicite de substances, c'est vraiment le niveau qui est toxique, mais aussi que le fait que c'est imprévisible, qui rend ça tellement dangereux pour les personnes. C'est les personnes qui sont en mode de survie et on continue de perdre plusieurs personnes dans notre communauté. On vient de recevoir nos statistiques pour l'année 2020 et on savait que les statistiques allaient augmenter parce que ils augmentent depuis 2017, mais ça fait vraiment le choc de voir que chaque personne a eu une famille, a eu une communauté, a eu des personnes autour d'elle et qu'on a perdu ces personnes-là. Ça fait vraiment mal de voir les effets dévastateurs que ça a sur notre communauté, mais aussi je crois qu'il faut juste se souvenir que il y a tellement de différentes choses qu'on peut faire aussi dans nos communautés pour être capable de soutenir ces personnes-là. En 2019, on a sorti avec une campagne qui s'appelle Nous sommes Jeff, qui regarde à les diverses choses qu'on peut faire, peu importe notre rôle dans la communauté, pour soutenir les gens, que ça soit à la petite enfance, dans le milieu du travail, dans le système de santé, etc.
chaque personne peut avoir un rôle, peut avoir une différence dans la vie d'une personne. C'est un peu la conclusion de l'histoire, de la campagne. Mais c'est juste de tenir en compte et de continuer ces interventions-là qui nous aident beaucoup. Le plus récent rapport de l'ICIS décrit les conséquences inattendues de la pandémie COVID-19. Spécifiquement, on a regardé aux méfaits causés par l'utilisation de substances et on a vu que dans les services d'urgence et les hospitalisations en relation au empoisonnement pour le fentanyl et les opioïdes ont augmenté par 28 % et 49 % respectivement dans la dernière année. Comment est-ce que la pandémie et les restrictions sanitaires affectent votre travail? Quels sont les défis les plus importants? Au début de la pandémie, on a vu que les recommandations de santé publique pour se protéger contre la COVID-19 vont un peu à l'encontre des précautions qu'on encourage pour la réduction des méfaits de la consommation des substances. On dit pour la COVID-19 de s'isoler, de rester au loin des autres personnes, mais quand ça vient à la consommation des substances, l'isolation peut tuer une personne. Ne pas avoir quelqu'un autour pour te superviser et d'être capable de réagir si jamais tu ferais une surdose. C'est des messages qui vont un peu à l'encontre de l'un et l'autre. Mais les communautés ont été capables de penser encore en dehors de la boîte. Je pense que ça a été un peu le thème quand ça vient à la pandémie, et de mettre en place des solutions le mieux possible. Donc, il y a des choses comme des lignes de surdose qui ont été mises en place, que nous, on encourage beaucoup dans nos communautés pour être capable de s'assurer. Donc, ce que la personne peut faire, c'est qu'elle peut appeler, si elles ont accès à un téléphone, elles peuvent appeler ce numéro et avoir quelqu'un à l'autre bout pour répondre aux besoins. Et ce qui est bien, c'est que c'est une ligne qui est créée par et pour des personnes qui consomment des substances. Et aussi, il y a des choses comme les centres d'isolement pour les personnes qui vivent sans abri. C'est des diverses méthodes ou des diverses interventions qu'on a été capable de réagir et de mettre en place rapidement. Parce qu'on a vu le besoin, on a vu que c'était très important qu'on mette quelque chose en place parce que c'est exactement les données. Ça fait vraiment un choc dans nos communautés, je crois, qu'on a vu ces chiffres-là. Vous avez parlé des lignes d'appel, les centres d'isolement. Est-ce qu'il y avait d'autres programmes et stratégies que vous avez utilisés pour trouver des solutions à ces mêmes défis? On a même vu dans notre communauté divers agences ou divers organismes qui ont travaillé un peu hors des normes et se sont mis ensemble pour être capables de continuer à offrir des services. Donc, les lits de withdrawal management, je connais pas le terme en français, mais d'être capable de continuer d'offrir ces services en communauté. Parce que, avec les besoins de fermer tous les services et de s'adapter aux recommandations de santé publique, ça a été difficile pour être capable de maintenir les services que les gens étaient tellement habitués à avoir, les groupes de soutien, etc. On pouvait plus les avoir. Donc, il y a certaines personnes qui ont trouvé des logements qui sont plus grands afin que les personnes puissent avoir des groupes de soutien ou que les gens sont un peu plus éloignés. Donc, encore penser en dehors de la boîte. Alors, en étant à Sudbury, qui est une communauté plus isolée et rurale, est-ce qu'il y a des défis particuliers que vous avez dans votre communauté? Oui, certainement. Il y a des défis dans toutes les communautés rurales et surtout au nord de l'Ontario. Il y a plusieurs données qui peuvent renforcer ce point-là. Par exemple, on vient de recevoir nos données du bureau du coroner pour l'année 2020 au niveau de décès liés aux opioïdes. Et notre incidence dans notre région, c'est le numéro 1 pour notre province. Les 5 régions les plus hautes dans la province se retrouvent presque toutes dans le nord de l'Ontario. Donc, on regarde à Algoma, on regarde à la région de Timmins, on regarde à Thunder Bay aussi. Donc, c'est la preuve, si on veut regarder aux chiffres et aux données, que vraiment le nord de l'Ontario est plus affecté. Et, il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a un manque de ressources et aussi juste le fait de... On met beaucoup une grande influence sur les gros centres urbains, mais les mêmes problèmes qu'on peut voir dans les grands centres urbains se retrouvent aussi dans nos communautés rurales. Mais en plus de ça, où il y a aussi, j'ai mentionné le manque de ressources, mais aussi on retrouve aussi des populations qui sont minorités aussi. Donc, les populations francophones, on retrouve aussi une plus grande population de personnes qui sont Premières Nations, Métis, Inuits dans ces communautés rurales et isolées aussi. Donc, ça rajoute un peu sur les défis que peut-être autres centres ou autres régions peuvent retrouver.
Vous avez parlé de manque de ressources dans les communautés plus rurales. Je me demandais aussi si les différentes régions culturelles, comment est-ce que le stigma joue un rôle dans l'utilisation et la consommation des substances? Qu'est-ce que vous faites pour essayer de réduire le stigma dans votre communauté? Oui, absolument. Puis malheureusement, le stigma tue. C'est ce jugement et ces préjugés-là et aussi la honte que les personnes vivent qui impactent tellement quand ça vient à la consommation des substances et aussi la mise en place des interventions. On voit dans diverses communautés, Sudbury n'est pas exclu de ça, on voit dans diverses communautés les gens qui risquent de mettre en place des services de réduction des méfaits ou des services qui cherchent à aider les personnes qui consomment des substances. Ça a un gros impact pour être capable de mettre en place ces services-là, surtout quand on se retrouve dans une région qui a un manque de capacité pour être capable de vraiment prioriser ce travail à temps plein. Donc oui, ça peut être très difficile. J'imagine que travailleur de santé dans ce domaine, c'est déjà une profession très difficile. Comment gérez-vous avec ce stress et comment vous sentez-vous? Pour gérer le stress, je crois que c'est juste de continuer jour après jour et vraiment de savoir c'est quoi la ligne finale. La crise des opioïdes, c'est un gros domaine et c'est un gros problème dans notre communauté. C'est pas juste une personne qui va être capable de mettre fin à la crise, mais de savoir que tout travail qu'on est capable de faire dans ce domaine apporte quelque chose et d'y penser, de continuer, un peu tenir bon. Mais aussi, je crois que ce qui aide avec ce rôle, c'est de voir toutes les différentes initiatives qui ressortent de la communauté. Depuis la pandémie, on a vu des groupes volontaires qui ressortent, des gens qui voient le besoin, des capables d'aider diverses personnes dans notre communauté et de se mettre ensemble et de s'adapter, de trouver des façons de s'entraider l'un et l'autre. Ça, c'est vraiment des choses qui font chaud au cœur et de voir que, les personnes veulent voir une différence, que ça vaut le coup de continuer à mettre le travail. Donc, j'espère que avec ces groupes-là, ça va nous aider à amplifier un peu le message qu'on essaie de promouvoir, de savoir que quand ça vient à la crise des opioïdes, c'est quelque chose qui est priorité et qu'on doit continuer à s'attaquer, de mettre en place des interventions pour sauver des vies. Parce que à la base, c'est ça que c'est sauver des vies. Mm-hmm. Et sur ce dernier message, qu'est-ce que vous espérez que l'avenir nous réserve dans ce milieu? C'est difficile à penser à l'avenir. J'essaie d'éviter de le faire parce que le domaine change tellement, les tendances, les besoins changent tellement. Mais je crois qu'est-ce que notre communauté, puis même au niveau international, qu'est-ce qu'on a été capable de voir, c'est quand on s'y met, on peut vraiment faire changer tous nos systèmes. Et j'espère qu'avec ça, on va être capable de se prouver qu'on est capable de mettre en place vraiment des grandes initiatives, des grands changements qu'on a besoin pour être capable d'aider ces communautés-là qui sont disproportionnées, d'être capable de sauver les personnes qui consomment des substances, un marché illicite qui est toxique, qui est imprévisible, qui est dangereux. On voit des solutions qui sont mises en place dans les autres communautés. Donc, ces interventions-là, les interventions de sites d'injection supervisés ou sites de consommation supervisés, c'est de voir ces initiatives-là. J'espère être capable de savoir que dans toutes les communautés, on peut avoir accès à des interventions de réduction des méfaits de ce niveau-là. C'est vraiment à ça que je m'y tiens. Et je crois qu'avec du monde comme vous dans le métier, on peut certainement faire une différence. Merci encore, Josée, pour être avec nous aujourd'hui et pour le travail important que vous faites dans votre communauté. Merci beaucoup de m'avoir. Merci d'avoir été à l'écoute. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Revenez-nous bientôt car nous continuerons à présenter des points de vue intéressants et à décortiquer les sujets liés à la santé qui vous intéressent. Pour en savoir plus sur l'ICIS, visitez notre site web icis.ca. Si vous avez apprécié notre discussion d'aujourd'hui, abonnez-vous à notre balado, laissez-nous un commentaire et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été produit par Jonathan Kuline avec l'aide d'Amy Chen, Marissa Duncan, Shada Sankey et Ramon Sayep. Ici Alex Maheu, merci de suivre le balado d'information sur la santé au Canada. À la prochaine!